9 heures pile, pas 9 heures, 5 pas 9 heures et demie, 9 heures pile. Le cornu franchit les grilles de l'Élysée avec une mallette en cuir noir sous le bras. À l'intérieur, le dossier le plus dévastateur que la Ve République ait jamais vu. Il avait exigé une audience immédiate avec le président, motif officiel, une urgence budgétaire qui ne pouvait souffrir le moindre délai. Un prétexte, mais un prétexte suffisant. Macron l'avait reçu dans son bureau, sourire aux lèvres, posture détendue, l'attitude de celui qui croit tenir les rênes de tout. Il se lève, tend la main et balance avec cette familiarité un peu trop calculée. « Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que votre première nuit à Matignon s'est bien passée. Pas trop submergé par les dossiers, j'espère. » Le cornu, lui, ne sourit pas. Il pose la mallette sur le bureau présidentiel, lentement, délibérément, et plante son regard dans celui de Macron, un regard de pierre, le regard d'un homme qui a déjà décidé. « Monsieur le Président, asseyez-vous. Nous avons des choses très importantes à nous dire. » Et là, le sourire de Macron disparaît. D'un coup, complètement. Bon, installez-vous bien parce que là, on entre dans le vif du sujet. Macron s'est rassis derrière son bureau et croyez-moi, ce n'était plus le même homme. La méfiance s'était installée instantanément sur son visage. En face de lui, le cornu ouvrait sa mallette avec ce calme presque chirurgical et il en sortait une liasse de documents, épaisse, méthodique, posée là sur le bureau comme une bombe à retardement. De quoi s'agit-il, Sébastien? La question était simple. La réponse, elle ne l'était pas du tout. Il s'agit de votre opération fusible et du fait que je refuse catégoriquement d'être votre bouc émissaire. Voilà. C'est dit et le silence qui a suivi, assourdissant, écrasant. Le genre de silence qui vous colle à la peau. Macron est devenu livide. Et là, franchement, on comprend pourquoi, parce que la vraie question qui devait lui exploser dans la tête à ce moment précis, c'était comment le cornu pouvait-il même savoir que cette opération existait? Comment avait-il réussi à mettre la main sur des informations qui devaient rester absolument secrètes, et ce, en si peu de temps? Le président a tenté le tout pour le tout, la seule carte qu'il lui restait. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Bégayant, désespéré, cherchant à reprendre contenance coûte que coûte, mais c'était trop tard et ils le savaient tous les deux. Ce moment-là, c'est du lourd, vraiment du lourd. Le cornu sort le premier document de la liasse calmement, méthodiquement et le pose devant Macron. Une copie, le plan original de l'opération fusible, avec les signatures d'Alexis Collet, et dans la marge, 2 petites annotations manuscrites qui font mal valider. Aimé, voilà, c'est posé là sur la table, impossible à nier. Et le cornu, il ne crie pas. Il n'a pas besoin de crier. Il dit simplement « Vous ne comprenez pas. Alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. » Rafraîchir la mémoire. À un président de la République, dans son propre bureau. Deuxième document, les vrais chiffres de la dette française, pas ceux qu'on montre au grand public, pas ceux qu'on présente fièrement au Parlement. Les vrais, ceux qu'on cache depuis des mois. Troisième document, les fausses projections envoyées à Bruxelles pour tromper nos partenaires européens, nos alliés, les gens avec qui on prétend construire l'Europe. Et le quatrième, le quatrième. Le cornu le pose en dernier et il dit « Voici mes préférés ». Ses préférés. Les emails échangés la veille entre Macron et Alexis Collet, où il se félicite d'avoir trouvé le fusible parfait pour absorber l'impopularité des réformes à venir. 4 documents, 4 coups de massue, et chacun plus dévastateur que le précédent. Les documents s'empilaient, un par un, impitoyablement. Et Macron les regardait comme un condamné regarde tomber la guillotine, il savait. Il savait que c'était fini. Chaque feuille, chaque chiffre, chaque preuve, tout ce qu'il avait construit sur des mensonges s'effondrait en direct devant ses yeux. Il a quand même essayé. Parce que c'est ça le réflexe du politique chevronné, même au bord du gouffre, il tente le coup. Quoi, Sébastien, la situation n'est pas complexe. Il y a des impératifs que vous ne comprenez peut-être pas. Des impératifs, il a dit. Des impératifs. Et là, le cornu qui retenait visiblement tout depuis trop longtemps, il a lâché, complètement lâché.
Complexe, vous truquez les comptes publics, vous mentez aux Français, vous trahissez nos alliés européens et vous planifiez de me sacrifier pour sauver votre carrière. C'est ça votre complexité. Mais ce n'est pas cette liste qui fait mal. Ce n'est pas les trahisons politiques, pas les manipulations, pas même les mensonges. Non, c'est la phrase d'après, celle qui vient du ventre, c'est découvrir qu'on a consacré sa carrière entière à servir un homme qui considère la France comme son jouet personnel. Voilà, c'est ça le vrai effondrement, pas institutionnel humain. Et Macron, face à ça, il a sorti le grand classique « Sébastien, calmez-vous, vous ne mesurez pas les enjeux ». Et là, mes amis, là, on entre dans le moment qui tue. Les enjeux. Le cornu avait laissé échapper un rire, pas un rire nerveux, non. Un rire froid, calculé. Le genre de rire qui te dit « Je savais exactement où cette conversation allait finir. Je les mesure parfaitement. L'enjeu, c'est votre survie politique et vous vous êtes prêt à sacrifier n'importe qui, n'importe quoi pour la garantir. » Il s'était rassis, lentement, face au président. Et puis, geste théâtral, timing parfait, il avait sorti une dernière liasse de documents. Clac. Posé sur le bureau comme une sentence. Voici ma réponse à votre opération fusible 300 pages. 300 pages qui documentent des années de mensonges présidentiels, promesses bafouées, chiffres manipulés, opinion publique instrumentalisée, avec preuves, témoignages, documents officiels. Macron avait feuilleté les premières pages, et son visage avait changé. Page après page, le teint s'effaçait. Blême, puis encore plus blême. Parce que ce dossier, il ne contenait pas juste de quoi embarrasser, il contenait de quoi effacer définitivement, politiquement, totalement. Alors il avait murmuré. D'une voix brisée, celle d'un homme qui vient de comprendre qu'il a perdu « Qu'est-ce que vous voulez ?» 24 heures. C'est tout ce qu'il lui avait laissé. Le cornu ne criait pas, il n'avait pas besoin de crier. Quand un homme tient l'avenir d'un président entre ses mains, il n'élève pas la voix, il la baisse. Et cette voix basse, froide, trempée dans l'acier, elle avait résonné dans le bureau comme un verdict sans appel d'émission de la présidence de la République annoncée dans les 24 heures, sinon le dossier entier devient public. Voilà, pas de négociation, pas de marge, un ultimatum. Macron avait essayé, bien sûr, protester, temporiser, chercher une fissure dans le mur, mais le cornu, lui, n'était pas venu pour débattre, il était venu pour clore. Il avait ramassé ses documents avec la sérénité d'un homme qui a déjà gagné refermer sa mallette, et il était parti, simplement, sans se retourner, enfin presque. À la porte, il s'était arrêté une dernière fois. « 24 heures, monsieur le président. Après ça, c'est moi qui fixerai les règles du jeu. » Et le président, celui qui gouverne, celui qu'on acclame, celui dont le nom s'affiche sur tous les frontons de la République, se retrouvait seul, seul avec ses mensonges, seul avec sa terreur. Le couperet était tombé. 11h30, 2 heures exactement après ce coup de fil qui avait tout changé, le cornu n'avait pas traîné, il avait convoqué la presse française internationale, tout le monde, dans la grande salle des fêtes de Matignon. Et croyez-moi, les journalistes qui débarquaient de là ce matin-là, ils s'attendaient à quoi? Une déclaration de politique générale. Du classique, du prévisible, ce genre de truc qu'on couvre en mode pilote automatique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le cornu est entré. Pas de précipitation, pas de nervosité visible, une assurance tranquille, presque froide, qui tranchait violemment avec l'agitation fébrile qui régnait dans la salle. Il s'est avancé vers le pupitre, il a posé devant lui une chemise rouge, fermée. Il ne l'a pas ouverte, pas encore. Il a juste regardé l'assistance, plusieurs secondes, en silence, et puis il a parlé. « Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai convoqué ce matin pour vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre après exactement 24 heures d'exercice. » La salle a explosé en silence d'abord. Ce genre de silence stupéfait, où personne ne réalise vraiment ce qu'il vient d'entendre. Puis les murmures, les téléphones qui sortent, les caméras qui pivotent, les journalistes qui sentent instinctivement, viscéralement, qu'ils sont en train de vivre quelque chose. Le cornu n'a pas bougé. Cette démission n'est pas liée à un désaccord politique ordinaire.
Elle est la conséquence de découvertes qui engagent l'avenir de notre démocratie. Il a ouvert la chemise rouge et il en a sorti le premier document. Hier, en prenant mes fonctions, j'ai eu accès à des informations que je me dois de partager avec vous et avec les Français. 45 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour que tout s'effondre. Pendant 45 minutes, le Cornu a méthodiquement démoli brique par brique l'édifice de mensonges que l'Élysée entretient depuis des mois, des vérités que le pouvoir vous cache délibérément, que personne n'ose nommer à voix haute dans les couloirs de la République. Les vrais chiffres de la dette française dissimulés au Parlement. Les projections transmises à Bruxelles falsifiées pour tromper l'Union européenne. Les engagements pris avec le FMI du vent. De la poudre aux yeux. Et l'endettement réel des entreprises publiques, enterré, invisibilisé soigneusement, soustrait au regard des citoyens. Mais ce qui a glacé la salle, ce qui a véritablement tout changé, c'est la révélation de l'opération fusible. Un plan planifié, calculé, par lequel Macron avait prévu d'utiliser le Cornu comme bouc émissaire pour masquer sa propre responsabilité dans le désastre budgétaire qu'il a lui-même fabriqué. Et le Cornu l'a dit face à une assistance médusée avec cette phrase qui restera « Je découvrais que j'avais été nommé non pas pour servir la France, mais pour servir de fusible jetable à l'ambition personnelle du président de la République. » Ce n'était pas un discours, c'était un réquisitoire. Documents, emails, témoignages, copies d'écran, rapports confidentiels, échanges directs entre conseillers de l'Élysée. Tout était là, tout était vérifié, tout était indiscutable. Et pour finir cette conclusion qui a tout fait basculer, face à ces découvertes, je ne pouvais pas cautionner ce système. Je ne pouvais pas accepter d'être complice de cette tromperie généralisée. C'est pourquoi je remets ma démission et c'est pourquoi je demande solennellement au président de la République d'assumer ses responsabilités en démissionnant à son tour. En l'espace de quelques heures à peine, l'onde de choc avait déjà traversé les frontières. C, N, N, B, B, C. Deutsche Welle, les mastodontes de l'information internationale s'emparaient tous de l'affaire. Le Financial Times, lui, n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus. Voilà ce qu'on lisait en une. Et franchement, difficile de les contredire. À l'Élysée, pendant ce temps, c'était le chaos absolu. Les conseillers couraient dans tous les sens, on imagine très bien la scène, les téléphones qui surchauffent, les portes qui claquent. Mais voilà le problème fondamental auquel ils se heurtaient. Comment démentir des documents officiels? Comment nier des emails dûment authentifiés? Comment contester des chiffres qui sortaient de leur propre service? Réponse courte, on ne peut pas. Macron lui a quand même essayé. À 18h, pile, il prenait la parole depuis l'Élysée, ton présidentiel posture de chef. Il accusait son ancien Premier ministre de trahison, de manipulation. Le discours était construit. Le problème, il sonnait faux. Face à des preuves aussi accablantes, ces dénégations ne tenaient pas 2 secondes. Pathétique, c'est le mot. 60%, c'est le chiffre qui a tout dit. 60% des Français qui regardaient leur président et qui voyaient un traître. Pas un incompétent, pas un idéaliste naïf, un traître. Et ça, mes amis, ça ne s'efface pas avec un discours bien ficelé ou une conférence de presse soigneusement orchestrée. Parce que pendant que Macron essayait encore de tenir debout l'opinion publique, elle avait déjà rendu son verdict. Les sondages s'étaient effondrés. La confiance, cette chose fragile, invisible, mais absolument indispensable pour gouverner, avait disparu. Et dans les rues de Bordeaux, à Strasbourg, de Lyon, à Lille, les gens ne demandaient plus d'explications. Ils demandaient sa tête, sa démission, son départ. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que le coup fatal, le vrai, il n'est pas venu de France. Il est venu de Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne Femmes, qui choisit ses mots avec une précision chirurgicale, a convoqué une réunion d'urgence. Et là, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne, un État membre s'est retrouvé officiellement sur le banc des accusés. Accusé d'avoir menti, délibérément, à ses propres partenaires sur ses comptes publics. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ce n'est pas une querelle diplomatique. Ce n'est pas un malentendu entre alliés, c'est une rupture de confiance au sommet de la construction européenne.
Et von der Leyen, devant les caméras, a dit ce que tout le monde pensait déjà tout bas. La confiance est brisée. L'Union européenne ne peut pas fonctionner si ses membres lui transmettent délibérément de fausses informations. Fin de citation, fin de l'ambiguïté. Un tsunami, voilà ce qui s'est abattu sur la France en l'espace de quelques heures. L'euro en chute libre face au dollar. Les marchés financiers français à genoux. Et Standard & Poor's parce qu'évidemment, il fallait que ça empire dégrader la note souveraine du pays. Pendant ce temps, dans toutes les capitales européennes, les partenaires de la France regardaient la scène avec une déception à peine voilée. Le genre de déception qu'on réserve à quelqu'un qu'on croyait fiable et qui nous a trahis. Face à ça, Macron n'avait plus aucune carte en main. Zéro, fin de partie. Le soir du 11 décembre, exactement 24 heures après l'ultimatum, pas une de plus, pas une de moins, il apparaissait à la télévision. Discours présidentiel, caméra, le décorum habituel, sauf que cette fois, c'était pour annoncer sa démission de la présidence de la République française. Et là, on a tout vu ce que cet homme était vraiment. Celui qui se prenait pour Jupiter, celui qui planait au-dessus des contingences démocratiques ordinaires, comme si les règles du jeu ne le concernaient pas. Ce soir-là, le masque est tombé. Il ne restait plus qu'un politicien fini, démasqué, humilié, non pas par ses adversaires, non pas par le peuple, mais par sa propre suffisance. C'est ça la chute des arrogants. Elle vient toujours de l'intérieur, et là, mes amis, silence. Micro coupé, caméra braquée, la France entière retient son souffle. Je prends acte de la perte de confiance. Vous entendez ça, cette voix brisée, éteinte, méconnaissable? Ce n'est plus le même homme. 24 heures. Il aura tenu 24 heures avant que tout s'effondre. Et pendant ce temps-là, à Matignon le cornu, debout devant son écran, dans un bureau qu'il occupe depuis à peine une journée. Un bureau qu'il a conquis dans le chaos presque par accident, ou presque. Il regarde, il écoute. Et quand les derniers mots tombent, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel, il ne sourit pas. Pas de triomphe, pas de poing levé. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit jamais dans les livres d'histoire, gagner parfois ça fait mal. Sauver la démocratie de son prédateur le plus dangereux, ça laisse des cicatrices. La victoire était là, réelle, totale. Mais elle avait le goût du sang. Et voilà ce que personne ne veut admettre en faisant tomber Macron. Il n'avait pas juste abattu un homme, il avait ouvert les vannes. Tout ce que le pouvoir avait soigneusement caché pendant des années venait de remonter à la surface d'un seul coup. Les vrais chiffres, ceux qu'on nous avait dissimulés, étaient maintenant là devant tout le monde et franchement, c'était brutal. L'Europe regardait la France comme on regarde quelqu'un qui vient de se faire prendre la main dans le sac. Les partenaires réclamaient des comptes, des réparations, des explications. Et la France, oui la France, allait devoir se soumettre à un plan de redressement. Humiliant absolument. Nécessaire sans le moindre doute. Il le savait le cornu. Il savait exactement ce qu'il déclenchait, mais il l'avait fait quand même parce que c'était ça la responsabilité. Pas la facilité. La vérité coûte cher, les gars. Des années de reconstruction, des années à réparer les dégâts de cette ère de mensonges. Mais au moins, et c'est là où ça change tout, au moins la France pourrait enfin avancer. Dans la vérité, dans la dignité. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, quand on parle des 24 heures qui ont fait trembler la France, tout le monde sait de quoi il s'agit. 24 heures. C'est tout. C'est le temps qu'il a fallu à un seul homme, un homme intègre, un homme qui avait encore une conscience pour choisir l'honneur plutôt que le confort, pour dire non à un système bâti sur le mensonge, quitte à y laisser toute sa carrière. Et ce qui est fou, ce qui est vraiment dingue dans tout ça, c'est que ces 24 heures-là ont suffi à faire basculer les choses. Parce que c'est ça la démocratie, les gars, parfois il n'en faut qu'un. L'ironie est cruelle et elle mérite qu'on s'y attarde. Macron croyait tenir son sauveur. Il avait lui-même fabriqué de ses propres mains l'outil de sa chute, en ouvrant les portes des secrets d'État à le cornu, en lui remettant toutes les clés, toutes les armes. Chaque information transmise, chaque accès accordé, c'était une balle de plus dans le chargeur de celui qui allait le détruire. Et le plus fou dans tout ça, le mandat le plus court de toute l'histoire de la Ve République aura été paradoxalement le plus lourd de conséquences. Une seule journée, 24 petites heures, et pourtant elles auront suffi à changer le cours de l'histoire.
C'est tout ce qu'il a fallu à un homme d'honneur pour mesurer l'étendue de la corruption et trouver en lui le courage, ce courage rare, presque disparu de nos jours, de la révéler au monde entier. Sébastien Lecornu n'aura occupé le fauteuil de Premier ministre que l'espace d'une journée. Mais quelle journée? Une journée qui aura sauvé la République française. Une journée qui aura fait trembler l'Élysée jusque dans ses fondations. Une journée qui aura plongé Emmanuel Macron dans le plus grand choc de toute sa présidence. 24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu. 24 heures entre la cérémonie de nomination et la lettre de démission posée sur le bureau de l'Élysée avec ce sourire qui en disait bien plus que n'importe quel discours. Alors évidemment, la question qui brûle toutes les lèvres, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le matin du 9 et le matin du 10 décembre? Parce que ce que les archives officielles ne vous diront jamais, c'est la vérité de ces couloirs-là. Ni l'entourage du président qui se félicitait encore de ce coup politique magistral, ni Lecornu lui-même n'avait vu venir ce qui allait tout faire exploser. Le piège était tendu depuis longtemps et il venait de se refermer. La veille, dans le bureau ovale de l'Élysée, c'est là que tout a basculé. Macron tournait en rond devant la fenêtre. Pas une fois, pas deux fois, il faisait les 100 pas comme quelqu'un qui sait que la décision qu'il s'apprête à officialiser va faire trembler les salles de rédaction. Dehors, dans les jardins, les journalistes attendaient, ils ne savaient pas encore ce qui allait leur tomber dessus. Et autour de la grande table, les fidèles, ceux qui sont toujours là quand ça compte vraiment. Alexis Collère d'abord, secrétaire général depuis 8 ans. 8 ans! Vous imaginez, dans la politique française, ça c'est une éternité. Bruno Roger-Petit, ensuite le maître des mots, celui qui place chaque virgule d'un discours présidentiel comme si c'était une opération chirurgicale. Et puis Stéphane Séjourné, l'homme de l'ombre, celui qui sait, tout entend tout, retient tout. Sur leur visage, cette satisfaction-là, celle des gens qui viennent de désamorcer une bombe et qui attendent qu'on les félicite. 3 jours. Il avait suffi de 3 jours pour que tout s'effondre. Bayrou censuré, le gouvernement à terre. Et pendant ce temps, les rues de France grondaient, les syndicats hurlaient à la grève générale, les gens exigeaient des réponses des vrais et le pays se retrouvait dans un chaos politique qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Il fallait agir vite. Pas demain, pas dans une semaine maintenant. Alors Collet ouvre ses notes et il lâche le nom Lecornu, Sébastien Lecornu. Le choix parfait, qu'il dit, loyal, oui, compétent sur les dossiers défense, absolument. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la petite pause qu'il fait avant de terminer sa phrase. Il ne posera pas de questions embarrassantes sur les chiffres budgétaires. Voilà, c'est dit, clairement, sans détour, on ne cherche pas le meilleur, on cherche le plus commode. Ce sourire de Macron, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. Ce sourire qui dit tout sans dire rien. Lecornu venait de prononcer exactement les mots qu'on lui avait, disons, soufflés, prévisibles, oui, malléables totalement, contrôlable à la perfection. Ancien ministre de la Défense, Lecornu avait toujours su tenir sa langue et courber l'échine face aux directives de l'Élysée sans broncher, sans jamais poser la mauvaise question. Et surtout sans risquer de tomber sur ce que le palais dissimulait soigneusement depuis des mois. Macron ajuste sa cravate, ce geste anodin, presque mécanique, et il murmure pour lui-même autant que pour la salle « Sébastien comprend les règles du jeu. Il exécutera. » Sans faire de vagues. Traduction pour ceux du fond, il obéira. Point. Roger Petit sort son téléphone, les médias évidemment attendent. Il faut nourrir la bête. Comment on présente ça, monsieur le président? Et Macron, sans même réfléchir une seconde, débite sa formule expérience, loyauté, continuité. 3 mots, creux comme un tambour, un homme de confiance pour des temps difficiles, comme si on n'avait jamais entendu ça avant. À quelques kilomètres de là seulement, et personne parmi eux ne pouvait s'en douter, quelque chose venait de tout faire voler en éclats. Dans son bureau, au cœur du ministère de la Défense, Lecornu venait de raccrocher un appel qui n'aurait pas dû exister. Il était 16h47 quand son téléphone personnel avait vibré. Pas son ligne officielle, son personnel. Il finalisait ses derniers dossiers à quelques heures à peine de sa nomination quand ce numéro inconnu était apparu sur l'écran. Il aurait pu ne pas répondre. Il aurait dû peut-être, mais il avait décroché et dès les premières secondes
La voix dans le combiné l'avait figé sur place. Alors là, mes amis, on entre dans quelque chose de lourd, très lourd. Un coup de fil, juste un coup de fil et toute la trajectoire d'un homme bascule. Au bout du fil, pas n'importe qui. Jacques Chirac en personne, l'ancien président. Celui qu'on croyait définitivement sorti du jeu, retiré dans ses silences et ses souvenirs. Et pourtant, il appelle, il sait. Il sait pour la nomination, une nomination qui n'a même pas encore été rendue publique. Comment, par qui ça, on ne le sait pas encore. Mais déjà, cette seule question devrait vous glacer le sang. La voix est fatiguée, oui, mais elle est ferme. Elle porte encore ce poids-là, le poids de quelqu'un qui a vu des choses que la plupart des gens n'imaginent même pas. Et ce qu'il dit à Sébastien ce soir-là, c'est simple, brutal, direct. Ce que Macron s'apprête à te faire subir dépasse l'imagination. Avant que tu acceptes ce poste, il y a des choses que tu dois absolument savoir, des choses qu'il ne te dira jamais. Ce qu'il ne te dira jamais. Vous entendez ça? Pas Gouin qu'il a oublié de dire, pas qu'il n'a pas eu le temps de dire. Jamais. C'est un choix. C'est délibéré. Et Chirac, lui, il a décidé de briser ce silence. La question maintenant, la vraie, c'est est-ce que Sébastien va écouter? Boulevard Saint-Germain, résidence privée, pas de caméra, pas de témoins, exactement le genre d'endroit où on règle les affaires qu'on ne règle pas au grand jour. 20h pile, le cornu sonne, Chirac est déjà là, vissé dans son fauteuil, noyé sous les dossiers, comme si lui, il attendait ce moment depuis bien plus longtemps. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Simple, direct, la question d'un homme qui sent que quelque chose cloche, mais qui ne sait pas encore à quel point. Chirac ne tourne pas autour du pot. Il saisit un dossier épais, lourd, tamponné en rouge secret défense. Il le fait glisser sur le bureau, lentement, avec ce regard d'un type qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Alors là, on va pas se mentir, ce dossier, il change tout. Pas les chiffres qu'on vous balance à la télé. Pas le discours bien poli de l'Élysée, non. Ce qu'on a entre les mains, c'est la vérité brute, celle que même les ministres n'ont jamais vue, la dette réelle de la France. Pas 110% du PNB, comme il vous le répète depuis des années. Près de 180%. Quand on intègre les engagements qu'on vous a soigneusement cachés. Et les entreprises publiques. Leur déficit volontairement minoré dans les comptes officiels, on parle de 400 milliards d'euros de passifs qui ne sont provisionnés nulle part. 400 milliards. Dans le vide, le cornu parcourt les premières pages et là, silence. Parce que certains chiffres, quand ils vous tombent dessus, vous glacent littéralement le sang. Mon Dieu! Comment est-ce possible? Bonne question, mon ami. Bonne question. La vérité, elle était là, noir sur blanc. Plusieurs pages de tournée d'un geste las, et Chirac avait lâché ces mots comme une sentence. C'est encore pire. Les projections pour 2026, regarde-les. Si on ne fait rien, la France est techniquement en faillite dans 18 mois. 18 mois, pas dans un siècle, pas dans une génération, dans 18 mois. Et nos partenaires européens, ils ne savaient rien parce qu'on leur transmettait délibérément de faux chiffres. L'Élysée ne s'était pas trompé. L'Élysée avait choisi de mentir. Le cornu tournait les pages, une par une. Et à chaque page, le vertige s'approfondissait. Les rapports envoyés à Bruxelles inventés. Les engagements pris devant le FMI bâtis sur des projections entièrement fictives. Des mois entiers de mensonges d'État organisés, structurés, assumés pour masquer une chose simple et terrifiante, l'effondrement des finances publiques françaises. La France ne titubait pas. La France avait déjà chuté. Et personne à l'extérieur n'était censé le savoir. Mais attendez, parce que là, on n'a même pas encore touché au plus gros. Au beau milieu de ce dossier, il y a un document qui l'a littéralement éjecté de sa chaise. Un plan, détaillé, daté de 3 semaines avant, intitulé « Accrochez-vous, Opération fusible gestion de la crise budgétaire par nomination stratégique d'un premier ministre ». Le mec a bafouillé incrédule, ils ont planifié de me sacrifier. Et Chirac, lui, il n'a pas souri, il n'a pas minimisé. Il a hoché la tête lentement, gravement, et il a lâché la vérité brute. Tu étais le bouc émissaire idéal. 3 semaines, c'est tout ce qu'il te restait. Macron t'aurait mis ces chiffres catastrophiques sous le nez. Tu aurais pété un câble en public et ça, c'était prévu.
Tu aurais sorti un plan d'austérité brutal, tu serais devenu l'homme le plus détesté de France et sous la pression, tu aurais démissionné. Pause. Et Macron, lui, il serait revenu en sauveur providentiel. Le plan. Un cynisme chirurgical, absolument froid, absolument calculé. Le Cornu n'était pas un Premier ministre, il était un pare-choc humain conçu pour encaisser la haine du peuple avant d'être balancé aux ordures comme un mouchoir sale. Macron lui restait propre, intact, au sommet. Pendant que son Premier ministre brûlait sur l'autel de sa survie politique, lui continuait de régner. Pourquoi vous me dites tout ça ?» Le Cornu avait posé la question à voix basse, encore tétanisé par ce qu'il venait d'entendre. L'ancien président s'était levé lentement les années, pèse de même sur les grands, et il était allé se placer devant la fenêtre. Paris brillait en dessous, indifférente, éternelle. Parce que j'ai donné ma vie à cette République Sébastien, toute ma vie, et je refuse de regarder un homme comme Macron la vider de sa substance par pur calcul. Une pause. Ah, et parce que je te connais, tu es un homme droit, tu mérites de savoir exactement dans quel piège on est en train de te pousser. Cette nuit-là, personne n'a dormi enfin si Macron lui dormait probablement très bien. Mais le Cornu pas question de fermer les yeux. Il était rentré chez lui avec quelque chose de lourd dans les mains et dans la tête, une copie du dossier Chirac. Et là, pendant des heures, il a tout épluché, chaque document, chaque chiffre, chaque projection. Et plus il avançait dans sa lecture, plus une évidence s'imposait à lui froide et brutale, on lui mentait. Pire, on le préparait à être sacrifié, et de la manière la plus lâche possible. Vers 3 heures du matin, quelque chose a basculé en lui. Ce n'était plus de la colère, c'était de la détermination. Il a pris une décision, une seule, mais elle allait tout changer. Si Macron voulait jouer au plus malin, très bien. Mais cette fois, c'est le Cornu qui allait tenir les règles du jeu entre ses mains. Et croyez-moi, il n'avait aucune intention de faire preuve de clémence. Le matin de sa prise de fonction, la cérémonie de nomination s'était déroulée comme prévu, sourire calculé, poignée de main, avec Macron, discours convenu sur l'honneur de servir la République. Le Cornu avait assuré le spectacle à la perfection. Sauf qu'en coulisses, ça bouillait. Il savait précisément ce qui l'attendait, et il avait déjà tout prévu. Matignon premier jour, le plan se met en marche. En façade. Une demande parfaitement banale, consulter les dossiers budgétaires, rien que de très normal pour un nouveau Premier ministre. Mais derrière cette façade administrative se cachait quelque chose de bien plus ambitieux, constituer un dossier à charge contre Macron en utilisant les ressources mêmes de l'État. La première demande avait immédiatement mis ses collaborateurs sur les nerfs. Pas de chichi, pas de détour. Le Cornu voulait les vrais chiffres, tous les documents sur les finances françaises, pas les versions propres, pas les jolies synthèses calibrées pour les journalistes. Non, les engagements hors bilan, les trucs qu'on planque, tout ce que l'administration préfère garder dans l'ombre. Son directeur de cabinet, Michel Cazeneuve, énarque pur jus, un mec qui connaît les rouages budgétaires mieux que sa propre famille, avait levé un sourcil. Monsieur le Premier ministre, certains de ces documents sont classifiés. Le Cornu n'avait même pas laissé la phrase respirer. « J'ai l'habilitation la plus élevée de la République après le président. Je veux tout voir. Tout. » Fin de la discussion. En l'espace de quelques heures, Matignon s'était mué en véritable cellule de crise. Sur le bureau de Le Cornu s'empilaient les dossiers les plus explosifs, les vraies projections budgétaires, les dettes dissimulées des entreprises publiques, les engagements internationaux jamais provisionnés, les déficits soigneusement camouflés des collectivités locales. Et franchement, l'étendue du désastre écrasait même ce qu'avait révélé l'affaire Chirac, et c'est peu dire. Mais le Cornu, lui, n'en restait pas là. Non, il avait exigé quelque chose que personne n'avait jamais osé demander avant lui, l'intégralité de l'historique des communications officielles de l'Élysée, chaque discours, chaque déclaration, chaque chiffre balancé publiquement par Macron et ses proches. Et attendez une analyse de cohérence. Cazeneuve avait l'air franchement intrigué, et le Cornu lui avait juste souri, ce genre de sourire qui dit tout sans rien expliquer. Mais voilà ce que personne ne savait encore, ce mec construisait un dossier méticuleux, implacable, des années de mensonges présidentiels compilés un par un, les promesses enterrées, les chiffres bidouillés, les petits arrangements confortables avec la vérité. Son objectif,
prouver que toute l'administration Macron ne tenait que sur une chose, la désinformation systématique. Et cet après-midi-là, il tombe sur quelque chose dans les archives des échanges de mails entre l'Élysée et Matignon, datant de la veille. Et là, il y a cette phrase d'Alexis Colère, « Sébastien est parfait pour le rôle ». Parfait pour le rôle. Vous sentez le truc? Attendez. Relisez bien cette phrase. Sa réputation d'honnêteté rendra sa démission d'autant plus efficace. Vous avez compris ce qu'ils sont en train de dire là. Ils ne cherchent pas quelqu'un de compétent. Ils cherchent quelqu'un d'assez propre pour être crédible et assez naïf pour ne pas voir venir le coup. Le cornu, lui, il lit ça. Et il serre les poings. Parce qu'il comprend enfin ce qu'il représente dans ce système. Pas un ministre, pas un allié, pas même un adversaire digne de ce nom. Un fusible, un objet. Quelque chose qu'on branche, qu'on laisse chauffer et qu'on fait sauter quand la tension devient trop forte. Macron ne parle pas d'un homme. Il parle d'un mécanisme de décharge politique. Et ça, mes amis, c'est d'un cynisme qui dépasse la simple ambition. C'est de la déshumanisation en costume 3 pièces. Ce que je vais vous demander va vous surprendre. Une phrase courte, froide, chirurgicale. Et dans cette salle du Conseil, personne n'a bougé. Parce que quand le cornu parle comme ça, avec cette voix posée, ce regard qui ne scie pas tout le monde, comprend que quelque chose vient de changer. Définitivement. Mais revenons en arrière 2 secondes, parce que cette réunion officiellement. Un briefing, les priorités du nouveau gouvernement. Rien d'extraordinaire. Ce genre de réunion, ça arrive toutes les semaines dans les ministères français. Officieusement, c'était une déclaration de guerre à l'Élysée. Et ce qui l'avait amené là, cette découverte, elle avait tout changé. Pas juste pour lui. Pour tous ceux qui, après lui, auraient subi le même traitement. Ces serviteurs de l'État que Macron, selon le cornu, ne voyait que comme des pions, des pièces déplaçables sur son échiquier personnel. Alors le soir même, il avait convoqué ses plus proches collaborateurs. Et il leur avait demandé un rapport complet sur les incohérences de la politique gouvernementale. Vous réalisez ce que ça veut dire? Les sourcils de Cazeneuve s'étaient froncés d'un coup. Un audit de gestion, voilà ce que réclamait le Premier ministre. Pas une révision comptable, non. Il voulait les preuves, tout. Les mensonges, les dissimulations, les manipulations de l'opinion publique mis noir sur blanc, sans exception. Le silence avait écrasé la salle. Personne n'avait jamais vu ça. Jamais dans toute l'histoire de la Ve République, un Premier ministre n'avait osé constituer un tel dossier sur le président qui venait tout juste de le nommer. C'était inédit. Proprement inédit. C'est la conseillère en communication qui avait rompu le silence prudemment. Puis-je vous demander, quel est l'objectif de ce travail, monsieur le Premier ministre? Le cornu avait souri. Pas le genre de sourire qui rassure. Non le genre qui vous fait comprendre que tout est déjà décidé. L'objectif, avait-il répété comme si la réponse coulait de source, Emmanuel Macron, exactement ce qu'il mérite. Cette nuit-là, Matignon ne dormait pas. Dans les bureaux encore éclairés à 2 heures du matin, les équipes de Le Cornu s'activaient comme jamais. Des années d'archives étalées sur les tables, des milliers de documents passés au crible, des déclarations recoupées, des témoignages vérifiés, des incohérences traquées une à une. Ce qu'il reconstituait, c'était un puzzle. Et ce puzzle, mes amis, il était monstrueux. Des années de mensonges méthodiques, pas des erreurs, pas des approximations. Du mensonge calculé, répété, assumé. Les chiffres du chômage minoraient artificiellement. Les promesses électorales abandonnées sans la moindre explication. Les réformes soi-disant sociales, antisociales dans les faits. Les succès diplomatiques inventés de toutes pièces. Et les bilans économiques systématiquement maquillés année après année. Le cornu tenait entre les mains quelque chose d'énorme, pas de quoi égratigner Macron, de quoi faire s'effondrer tout l'édifice, cette construction de communication présidentielle soigneusement érigée depuis des années, brique par brique, mensonge par mensonge. À quelques centaines de mètres de là, Emmanuel Macron dormait, paisiblement, sans le moindre souci. Il était convaincu, absolument convaincu d'avoir éteint l'incendie en nommant le cornu. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait de signer de sa propre main l'acte le plus catastrophique de toute sa carrière politique. Le 11 décembre, au matin, pendant que Macron dormait, l'autre homme se réveillait
Et lui, il avait le sourire. Pas le sourire du chanceux, le sourire de celui qui sait exactement ce qu'il tient entre les mains. 300 pages, 300 pages, documentées, vérifiées, irréfutables, des révélations capables de pulvériser définitivement la crédibilité de Macron et de tout son entourage. Le devoir était accompli, la bombe était armée. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le Cornu avait tout calculé, y compris sa propre sortie. Démissionner dans l'ombre comme un simple secrétaire d'État remercié, un vendredi soir hors de question. Lui, il avait prévu quelque chose de bien plus grand, quelque chose dont on parlerait encore dans 10 ans. À 9h pile, il franchissait les grilles de l'Élysée, son dossier serré sous le bras. Il avait exigé une audience immédiate avec le président Urgence nationale, avait-il dit, et Macron l'avait reçu, évidemment. Avec ce sourire qu'il réserve aux situations qu'il croit maîtriser, ce sourire d'homme, convaincu d'être le plus intelligent dans la pièce. Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que votre première nuit à Matignon s'est bien passée. Le dossier claque sur le bureau présidentiel, le Cornu ne tremble pas, il plante ses yeux dans ceux de Macron, sans détour, sans protocole. Monsieur le Président, on doit parler, vraiment parler. Le sourire de Macron s'évapore instantanément. Son regard glisse sur le dossier, remonte vers le Cornu et là, quelque chose change dans ses yeux. Une méfiance froide s'installe. De quoi s'agit-il? Le Cornu ne hausse pas le ton. Il n'en a pas besoin. De votre opération fusible et du fait que je refuse catégoriquement d'être votre bouc émissaire. Silence. Un silence qui écrase tout. Macron blêmit. Pas de rougeur, pas de colère visible, non. Le blanc, la pâleur de quelqu'un qui vient de réaliser que son plan secret ne l'est plus. Comment? Comment il sait? Comment il a pu découvrir ça aussi vite? Je ne vois pas de quoi vous parlez, avait bredouillé le président, et franchement, là, on est déjà dans le rouge. Parce que quand un chef d'État bégaye face à un ministre qu'il est censé dominer, c'est que quelque chose cloche sévèrement. Le Cornu, lui, n'a pas perdu de temps. Il ouvre son dossier, ce dossier qu'il traîne depuis Dieu sait combien de temps, et il étale tout sur le bureau, méthodiquement, froidement, comme un joueur de poker qui abat ses cartes une par une en regardant son adversaire dans les yeux. Vraiment? Alors peut-être que ces documents vont rafraîchir votre mémoire. Et là, il commence le défilé. Le plan de l'opération fusible avec la signature du président. Les vrais chiffres de la dette française cachés depuis des mois. Les faux documents transmis à Bruxelles. Chaque révélation tombe comme un coup de marteau. Et pour finir, il pose une dernière feuille sur le bureau. Pas jeté, posé, avec tout le calme de quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Le brouillon du discours prévu pour sa propre démission. Mot pour mot, le ministre a eu le courage de dire la vérité. Vraiment touchant. 3 mots, secs, chirurgicaux. Et là, on comprend que ce bureau n'est plus un bureau, c'est un tribunal. Macron s'est effondré et franchement, on peut comprendre pourquoi. En une seule réunion, l'ensemble de sa stratégie venait de partir en fumée. Le Cornu lui avait tout, les preuves, les documents, les faits. La partie, elle était pliée avant même d'avoir commencé. Alors Macron, la voix cassée, a lâché ces 4 mots. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, le Cornu se lève, il rajuste sa veste, il sourit pour la première fois depuis le début de cet entretien, et il répond froidement, clairement, « Je veux votre démission, monsieur le président. Pas la mienne, la vôtre. » Coup de théâtre total. L'ultimatum tombe comme un couperet 48 heures. Macron a 48 heures pour annoncer sa démission de la présidence de la République. Sinon, le dossier complet sera rendu public. Tout sans filtre. Vous n'aurez jamais ce courage, avait lâché Macron comme ultime tentative. Une telle décision fracasserait la République entière. Mais le Cornu n'avait pas scié. Vous faites fausse route, avait-il rétorqué, la voix posée presque froide. C'est précisément ce geste qui la libérera de votre emprise. Là-dessus, il avait tourné les talons sans un regard en arrière, abandonnant Macron à ses propres fantômes, ses mensonges, ses remords, son silence. 2 heures s'étaient à peine écoulées quand le Cornu convoquait depuis Matignon une conférence de presse d'une gravité inhabituelle. Devant une salle de journalistes pétrifiés, il annonçait avec une sobriété désarmante
sa démission du poste de Premier ministre après exactement 24 heures aux commandes. Parce que soyons clairs, ce n'était pas une simple lettre de démission, non. C'était une bombe à retardement soigneusement armée posée en plein cœur du pouvoir. 45 minutes. 45 minutes pendant lesquelles le cornu n'a pas parlé, il a démonté, méthodiquement, preuve sur la table, chiffres à l'appui sans trembler une seule seconde. Les mensonges listés, les manipulations exposées, les trahisons de l'ère macroniste, étalées au grand jour une par une comme des pièces à conviction devant un tribunal. Il a nommé l'opération fusible. Il a sorti les vrais chiffres de la dette, pas ceux qu'on nous sert à la télé, les vrais. Il a dénoncé les falsifications envoyées à Bruxelles. Et surtout, il a montré comment Macron a métamorphosé la présidence de la République en monarchie personnelle. Une république bradée, un intérêt national sacrifié sur l'autel d'une ambition qui ne regarde qu'un seul homme. « Je refuse », avait-il tranché, « je refuse de me mettre au service d'un homme qui a réduit la France à un simple instrument de ses ambitions personnelles. Je refuse de couvrir un système bâti sur le mensonge d'État et la manipulation permanente de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle je rends mon tablier et c'est la raison pour laquelle j'exige solennellement du président de la République qu'il en fasse autant. » Les révélations avaient été dévastatrices. L'Europe entière tremblait. En quelques heures seulement, ce que le cornu venait de lâcher dans la nature avait déjà fait le tour des capitales, et croyez-moi, personne n'était prêt pour ça. Les grands médias internationaux, ils se bousculaient pour titrer sur ce qu'ils appelaient déjà le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus. Rien que ça. Pendant ce temps, les marchés s'affolaient, l'euro rechutait, et à l'Élysée, c'était le chaos total, la panique à tous les étages. Macron avait bien essayé, nier, minimiser, résister, mais les preuves étaient là accablantes, implacables. Impossible de s'en sortir. L'opinion publique, elle avait complètement retourné sa veste. En 48 heures, chrono sa cote de confiance s'effondrait de 40 points. 40 points en 2 jours. Et dans les rues, les manifestations explosaient, partout Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, des milliers de voix réclamant une seule et même chose, sa démission. Et là, le coup final, il vient pas de Paris, il vient de Bruxelles. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle convoque une réunion d'urgence. Urgente, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, sur la table, les falsifications françaises. Et le message qu'elle envoie à Macron, il est limpide, tu pars, où on suspend la France de ses propres institutions européennes. Vous réalisez ce que ça veut dire, la France, fondatrice de l'Union, suspendue. Face à cette avalanche, Bruxelles, la rue La Presse, les révélations. Macron n'a plus aucune échappatoire. Le château de cartes s'effondre. Et le 13 décembre 2025, soit exactement 72 heures après la nomination de Le Cornu, Emmanuel Macron annonce sa démission de la présidence de la République française. Quel spectacle pitoyable ce discours d'adieu! Cet homme, celui qui se croyait intouchable au-dessus des règles démocratiques, celui qui pensait pouvoir manipuler indéfiniment le peuple français, celui qui avait bradé l'honneur national pour sauver sa peau, politiquement apparaissait enfin nu devant les caméras. Un politicien fini, démasqué, humilié. « Je prends acte », murmurait-il d'une voix brisée, des révélations de ces derniers jours. Je prends acte de la perte de confiance des Français. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel. Voilà, c'est tout ce qu'il lui restait. Pas de grandeur, pas de dignité, juste un homme qui lisait sa sentence. La victoire avait un prix. Depuis son bureau de Matignon qu'il n'occupait que depuis 24 heures, 24 heures qui avaient suffi à réécrire l'histoire de France, Sébastien Lecornu regardait défiler ce discours sur son écran. Il avait gagné, oui. Il avait terrassé le principal prédateur de la démocratie française, mais cette victoire-là, elle avait le goût du sang dans la bouche. Parce qu'en brisant Macron, il ne l'avait pas seulement brisé un homme, il avait arraché le masque. Et derrière ce masque, la réalité était brutale. Les vrais chiffres de la dette désormais publique injectaient une récession directement dans les veines du pays. Et voilà le tableau final, mes amis. L'Europe entière avait compris et elle n'était pas contente. Les partenaires européens exigeaient
des comptes, des réparations, de l'argent, parce que oui, les mensonges français avaient un prix, et ce prix allait se payer cash. La France isolée, affaiblie, forcée de tendre la main au FMI comme un gamin qui a tout claqué et qui revient vers ses parents. Humiliant, franchement humiliant. Le Cornu, lui, il le savait depuis le début. Il avait fait le boulot, le vrai boulot, le boulot difficile. Mais les dégâts colossaux, des années de reconstruction attendent ce pays. Des années pour effacer ce que l'ère Macron a laissé derrière elle, des mensonges, des ruines, de la honte. Mais c'est là que ça devient important, au moins la France repartira de quelque chose de solide. La vérité, la dignité, et ça ne t'a pas de prix. 24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu pour que la France bascule. On ne parle pas d'une révolution armée, on ne parle pas d'un coup d'État, on parle d'un seul homme, le Cornu qui a choisi l'intégrité quand tout le système lui hurlait de se taire. Il aurait pu plier, il aurait pu sauver sa carrière, mais non. Il a tout mis sur la table, sachant pertinemment ce qu'il allait perdre. Et c'est précisément ça qui rend cette histoire aussi puissante. Dans une démocratie, le mensonge peut tenir des années, mais il finit toujours par s'effondrer. Toujours. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que Macron avait lui-même forgé l'arme de sa propre destruction. En choisissant le Cornu, un homme de principe, un homme d'honneur, comme simple fusible politique, il lui avait, sans le réaliser, remis toutes les clés du pouvoir. Et quand un homme d'honneur reçoit ces clés, il sait exactement quoi en faire. Voilà l'ironie absolue, mes amis. Le mandat le plus court de toute l'histoire de la République française est peut-être bien le plus lourd de conséquences. 24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu. 24 heures pour qu'un seul homme prenne conscience de l'ampleur du désastre et décide de tout dire, pas demain, pas après réflexion, maintenant. Parce que la corruption, mes amis, elle ne se dénonce pas quand c'est confortable. Elle se dénonce quand c'est nécessaire. Et lui, il l'a fait. Alors quand l'histoire se penchera sur cette époque, et elle se penchera, croyez-moi, voilà ce qu'elle retiendra, que la République, même à genoux, même dans ses heures les plus sombres, produit encore des hommes capables de la défendre. Pas des héros de cinéma, des hommes réels, avec des doutes, avec un prix à payer, avec un avenir incertain devant eux. Sébastien Lecornu, Premier ministre, pendant une journée. Une seule journée. Mais quelle journée! Celle qui aura suffi à sauver la démocratie française.